Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, coup de téléphone très privé à Chantal Yelumolop, la conseillère spéciale du président de la République démocratique du Congo, en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme. Humaniste reconnue, elle défend la cause des femmes dans son pays et sur la scène internationale. Bonjour Chantal. Bonjour Christelle. Alors vous êtes une humaniste et féministe reconnue. Qu'est-ce que veut dire le féminisme pour vous ? Le féminisme pour moi c'est la défense et la promotion des droits des femmes dans une société qui est vraiment dominée par les hommes. Okay? Mais c'est aussi la femme qui a à cœur les causes de la femme, tout ce qui est promotion de la femme, mais qui a surtout c'est on se rend compte de plus en plus ce qui manque chez nous les femmes, c'est l'écoute. C'est avoir cette écoute de la femme. Être sensible à tout ce qui concerne la femme. Voilà. Quelles sont les femmes qui vous inspirent particulièrement ? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je suis inspirée par, je peux dire chaque jour. Ça peut être une jeune fille, ça peut être une petite fille même de 3 ans. Ma petite fille, elle m'inspire. Ça peut être des femmes qu'on a connues, comme par exemple Maria Angelou, qui est une écrivaine, une activiste, une militante, qui a mis en place le Girl Power, comme on dit. Il y a aussi celle que je rencontre beaucoup, c'est son Excellence Madame Ellen Johnson, présidente honoraire de Libéria, qui a combattu beaucoup dans son propre pays tout ce qui était la cause de la femme, qui l'a même amenée à devenir présidente de la République et aussi à être le prix Nobel de la femme. Mais c'est aussi elle qui a mis en place la masculinité positive pour l'Afrique. Alors, je la rencontre souvent et c'est vraiment un modèle. Mais on a aussi, il y a ma chanteuse, une de mes chanteuses préférées, qui est Nina Simone. J'adore. Ah oui, elle, même quand j'en parle, j'ai même un peu de frisson. Et c'est vrai que je voyageais à travers le monde. Au Canada, on appelait les féministes, les 5 féministes, les femmes féministes, qui, depuis 1860, à peu près, je pense que c'était dans les années 1860, elles se sont battues pour qu'il y ait les droits des femmes, pour que les femmes puissent voter, pour que les femmes puissent travailler, même dans des usines et tout ça et tout. Et puis, on a la France. En France, tout le monde connaît et tout le monde, je sais que beaucoup de féministes la soutiennent. Madame Simone Veil, avec toutes les lois qu'elle a mises en place pour les femmes. Et si on retourne, on va un peu dans mon pays, en RDC, on doit savoir qu'on a eu la première dame qui était la première femme ministre dans les années 60. Et c'était dans les premiers pays africains, on voyait des femmes ministres. C'était Madame Kanza. Et puis, on a eu la première dame de la RDC avec le président Mobutu, que tout le monde appelait Mama Cessé. Et elle défendait les droits. Elle a mis des écoles pour les femmes. Elle a mis elle défendait beaucoup les droits des femmes. Mais maintenant, on a la chance d'avoir la première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, la femme de notre président, qui se bat non seulement pour les femmes dans les zones de conflit, elle est même championne de l'Union africaine, des Nations Unies pour tout ce qui est violence faite à la femme dans les zones de conflit. Elle s'est battue pour mettre en place la loi sur la réparation. Il y a une loi sur la réparation, sur les fonds de réparation. Il y aura aussi un fonds de réparation des victimes de violences sexuelles. Vous savez que les modèles sont un peu partout. Et il y en a en Australie, il y en a partout dans le monde qui m'inspirent. Vous êtes beaucoup baladé, vous avez habité au Canada, vous êtes même vice-présidente d'Ottawa Council of Women, présidente du club des femmes d'Ottawa-Vanier. Vous avez été en Belgique. Qu'est-ce que vous y avez appris en fait sur les différences de conditions des femmes finalement par rapport à peut-être la vision de la femme en Afrique ? Si je parle de la promotion de la femme, je parle de la violence faite à la femme, je pense que c'est à peu près la même chose partout dans le monde. La violence ne cesse d'augmenter. La position de la femme, si on regarde en Afrique, au moins on a eu plusieurs femmes présidentes, leaders, mais quand on regarde aux États-Unis, par exemple, au Canada, ils ont eu une seule femme, elle n'est pas restée longtemps comme femme premier ministre, elle est restée peut-être 6 mois, mais il n'y a pas vraiment de femmes qui sont des leaders. Là, maintenant, on est en train de regarder en Amérique du Sud, où c'est vrai qu'en Chili et tout ça, on voit cette valeur de la femme qui monte. Mais ce que je pourrais aussi dire, c'est qu'il y a beaucoup comment je peux dire,
de régression. Et on regarde à peu près ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe en Afghanistan avec les études. Maintenant, les femmes n'ont plus le droit à étudier. On regarde ce qui se passe en Iran, en Iran, avec l'histoire de Madame Masha qu'on a tuée et tout ça et tout, parce qu'elle portait la voile. Moi, je ne critique pas la voile. Je pense que chaque pays a sa culture et tout ça et tout, mais c'est la façon dont on traite la femme dans certains pays. C'est-à-dire, il y a des pays où il y a une progression, il y a des pays où il y a vraiment, comment je peux dire, une grande régression. Vous qui défendez la cause des femmes sur la scène internationale, j'ai bien compris que vous trouvez qu'il y a quand même une régression en fait globalement dans les droits des femmes dans le monde. Est-ce que en République démocratique du Congo, ça se passe comment ? En République démocratique du Congo, je peux dire qu'il y a une progression avec le président actuel, M. Félix Tshisekedi. Premièrement, on a vu que quand il est arrivé au pouvoir, il a pu mettre dans son cabinet à peu près 12% de femmes. C'est énorme pour un pays comme le nôtre, où il y avait pratiquement peut-être 3% de femmes dans le cabinet. Après, il a fait son premier gouvernement. Dans son premier gouvernement, il y avait 17% de femmes. Et il faut savoir que le gouvernement avant, c'était 1%, 2% de femmes. Et dans son deuxième gouvernement, on a progressé jusqu'à 23% de femmes. Et on espère, dans le troisième gouvernement qu'il va avoir, on aura ne fût-ce que 40% de femmes ou si pas 30% de femmes. Et si on a atteint les 50%, ça sera un grand alléluia. Mais comme je disais, il y a cette progression qu'on a en RDC et c'est surtout concernant l'environnement juridique. Il existe maintenant des instruments juridiques qui garantissent la protection et la promotion des droits des femmes. Et aussi, en République démocratique du Congo, on a aussi de plus en plus de lois dans le pays qui sont adoptées pour les politiques, pour pouvoir permettre aux femmes de s'engager en politique ainsi que des programmes. Et on a au ministère de la Femme, le ministère de Genre, Famille et Enfants, on a la stratégie nationale pour promouvoir, améliorer davantage les conditions de la femme. Ça veut dire qu'en RDC, on est en train d'aller dans un grand progrès. Il ne faut pas oublier que notre président a été nommé par ses pairs comme dans le champion de la masculinité positive. Ça veut dire beaucoup. Vous êtes vraiment une alliée passionnée contre toutes les formes d'injustice. D'où ça vous vient en fait pourquoi vous avez construit ça finalement personnellement? Pourquoi est-ce que vous défendez autant les femmes? Est-ce que vous avez eu un vécu qui a été compliqué ou vous vous êtes dit que c'était compliqué pour les femmes justement et que vous vouliez vous battre pour elles? Oui, disons je suis femme de race noire. J'ai vécu en Belgique, j'ai vécu au Canada, alors j'ai vécu la discrimination. Et la discrimination passe pas seulement à cause de ma couleur de la peau. Bon, ça c'est connu, c'est un peu partout dans le monde. Bon, je parle pas de ça, mais c'est la discrimination en tant que femme pour avoir une position. Non seulement une position d'emploi, position dans la société et s'imposer. Et c'est pas seulement, c'est pas seulement en Occident, mais c'est aussi en Afrique. Souvent en Afrique, les femmes sont muselées. Elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas s'exprimer. Pas seulement à cause de la société, mais parfois aussi à cause de la religion. Il y a plusieurs causes qui sont là. Causes traditionnelles, causes religieuses. Et c'est pas seulement la religion, tout le monde pense que c'est seulement la religion musulmane. Vous serez étonné que la religion christianiste a amené que certains croyants pensent que la femme doit toujours être derrière l'homme, la femme doit toujours être soumise. Parfois, ils sont même pires que... je dis certains, je ne dis pas tous. Parfois, ils sont même pires que l'islam en général. Ou quand tu regardes l'islam, il y a un respect pour la femme dans certains sonaces qu'ils ont. Mais dans la traduction de la religion christianiste par certaines personnes, on sent que mettre la femme un peu au recul. Et c'est là où je me suis engagée, c'est vrai, dans tout ce qui est violence faite à la femme, droit de la femme, promotion de la femme. J'ai organisé les marches, la Women March ici au Canada. J'étais co-chair, c'est-à-dire co-organisatrice de la marche. Je l'ai fait pendant au moins 3 ans, depuis 2016 jusqu'en 2019. Et on marchait dehors en moins 30 degrés
avec, oui, moins 30 degrés. Ah oui, les marches au Canada, c'est moins sympa qu'en Afrique. Voilà, et c'était étonnant de voir que tellement de gens étaient engagés dans ça. Il y avait plus de 10 000 personnes qui venaient marcher avec nous et protester et demander ce droit, cette loi qu'on puisse mettre en place pour les femmes. Finalement, vous, dans votre pays, vous devez être un modèle parce que vous avez réussi en fait à avoir des postes de direction, des hautes fonctions, tout en étant une femme. Donc vous montrez d'une que c'est possible. De deux, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment est-ce qu'on peut y arriver, comment est-ce qu'on peut suivre votre chemin, comment vous avez fait en fait. Bon, mon chemin, parfois je me dis, je ne peux pas dire que c'est un miracle, c'est vraiment du jour au jour, je ne sais pas. Ce sont les rencontres. Ce sont les rencontres. Parce que, comment je peux dire, bon, je suis arrivée au Canada. Bon, je peux dire que j'étais militante depuis que j'étais petite en Belgique. Bon, il y en a qui vont apprécier, il y en a qui ne vont pas apprécier. Bon, on était, quand on était jeunes, 14 ans, on était ceux qui étaient contre tout. Hein. Ça, c'est l'âge. Hein. Et puis, on trouvait Fidel Castro comme un modèle de délibération, mais c'était cette époque des années 70. Hein. Et on faisait des manifestations. Ça fait que j'ai connu les milieux de manifestation déjà en Belgique, à être militante. Et puis j'arrive au Canada, c'était les causes des francophones. Il fallait se battre pour que les francophones aient leur place, parce qu'il y a toujours un petit problème avec la francophonie ici, les francophones, qu'ils aient la santé équitable avec les autres, qu'on reconnaisse cette communauté francophone en dehors du Québec. Alors, c'était aussi un combat. Et puis après, il y avait tout ce qui était relié à la femme. Mais dans tout ça, je suis rentrée dans des milieux politiques qui a fait que j'ai pu rencontrer des différentes personnes. Je suis rentrée dans les milieux académiques où j'étais, comment je peux dire, dans le conseil d'administration, comme membre du bureau de l'Université Saint-Paul. Et dans les milieux académiques, on rencontre d'autres différentes personnes qui vous amènent dans d'autres milieux aussi, qui permet d'avoir cette promotion qu'on veut atteindre. Ça fait que, bon, le CV, comme on dit, notre curriculum vitae augmente et notre carnet d'adresses augmente. Ça fait que, bon, on peut se permettre de frapper dans les portes plus facilement. C'est cette accumulation de carnet d'adresses qui permet d'atteindre certains objectifs, oui. Vous travaillez en particulier pour l'élimination de la violence sexuelle à l'égard des femmes, et tout particulièrement dans les zones de conflit. Est-ce que vous pouvez me faire un point, en fait, me dire où est-ce qu'on en est là-dessus, ou comment ça évolue actuellement ? C'est très, très important, oui, absolument. En ce qui concerne l'élimination des violences sexuelles à l'égard de la femme, ou des femmes en particulier, dans les zones de conflit, vous savez qu'en RDC, les zones de conflit sont plus situées vers l'est du pays. On parle souvent de Goma, Utshiro, de Bukavu et tout ça. Et c'est un grand fléau en RDC parce qu'on utilise la violence faite à la femme, surtout le viol sexuel, comme instrument de guerre, comme arme de guerre. Mais nous, on travaille sur 4 volets on travaille sur le volet militaire, le volet judiciaire, le volet de prise en charge holistique et le volet communautaire. Dans le volet militaire, il consiste à restaurer l'autorité de l'État à travers l'éradication des groupes armés. Nous avons plus de centaines de groupes armés qui sont les principaux auteurs des violences sexuelles. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est souvent les hommes en uniforme qui commettent ces actes-là. Et dans le volet judiciaire, qu'est-ce qu'on a fait? On a consacré essentiellement la lutte contre l'impunité des auteurs et des violences sexuelles qui sont qui appartiennent, c'est-à-dire ceux qui commettent, comme vous l'avez dit, ceux qui commettent les violences, c'est souvent les militaires, les policiers ou les policiers, des hommes en uniforme. Et dans ça, on essaie de pouvoir les arrêter et pouvoir les juger et les condamner. Il y a des zones de conflit, je crois aussi, où on se sert des femmes, en fait, de femmes comme monnaie d'échange, en fait. Oui, bon, je ne peux pas vraiment dire, ça c'est dans le trafic des êtres humains, parce qu'il y a la violence sexuelle et il y a le trafic des êtres humains. C'est vrai que dans les zones de conflit, il y a beaucoup de trafic des êtres humains, il y a beaucoup de trafic d'organes, il y a beaucoup
on utilise la femme comme instrument de guerre. C'est-à-dire, ils arrivent dans un village, ils prennent les femmes et puis se disent, bon, ça c'est ma femme, je l'ai épousée. Ils l'épousent même pas, ils disent c'est ma femme, mais elle devient son instrument sexuel. Et puis, dans toutes les zones où ils vont se battre, ils amènent ces femmes-là. C'est ce qui se passe. C'est vraiment l'horreur. Ouais, quand on dit l'horreur même, c'est l'horreur même. Ouais. Oui. Alors, on essaie de protéger ces femmes-là, de mettre des lois, de condamner les auteurs. On a mis en place des formations des magistrats parce que, bon, il faut les former comment condamner ces gens-là. Ça, c'est vraiment dans le volet judiciaire. Et dans le volet holistique, on est en train de mettre en place, on a le numéro vert qui est le 122, qui est gratuit dans les 26 provinces de la RDC où les femmes appellent, où elles doivent dénoncer. Directement, elles sont prises en charge holistiquement, santé, psychologiquement et judiciairement. Et aussi, on est en train de mettre en place, comme j'avais dit, le fonds de réparation grâce à la distinguée première dame de la RDC. On est en train de mettre en place ce fonds de réparation qui va pouvoir aider les femmes, les victimes de violences sexuelles en zone de conflit. Mais on a le dernier volet qui est la communication, c'est qu'il faut absolument sensibiliser la population sur toutes les prises en charge, sur tout ce qui existe pour qu'ils fassent attention. Mais ça, c'est le volet le plus difficile parce qu'il manque souvent des moyens pour pouvoir faire cette vulgarisation. Ça concerne à peu près quel pourcentage de femmes, en fait, ces femmes qui subissent des viols, enfin, et en zone de conflit Le nombre varie parce que là, maintenant, on est en pleine guerre avec le pays voisin le M23 et on a constaté que, bon, on est arrivé à plus de 2000 femmes violées en moins de 6 mois, quelque chose comme ça. Je dois être vraiment sûre avec les statistiques. Et c'est ça le grand problème. On a un grand fléau qui est la violence faite à la femme et en plus, on est en pleine guerre avec ces milices qu'on appelle le M23, qui sont soutenues par le Rwanda. Est-ce que vous pouvez me parler de la signature de l'addendum à la déclaration conjointe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les Nations Unies sur les violences sexuelles, justement liées au conflit en 2019 ? Oui, absolument. Il faut d'abord commencer par le communiqué conjoint. Le communiqué conjoint, c'était ce premier contrat qui a été signé en 2013 entre les Nations Unies et la RDC parce que, si vous vous rappelez, on appelait la RDC capitale de viol. Et ça a alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies et directement, ils ont mis ce contrat-là en place. Et le contrat consistait à finir avec la violence sexuelle en zone de conflit, mais parce que, comme je le disais précédemment, c'était les hommes en uniforme qui étaient les plus concernés. Je vous interromps juste une seconde, mais je ne me rends pas bien compte, en fait, par rapport aux autres pays d'Afrique. Est-ce que la RDC est vraiment particulièrement concernée pour les violences faites aux femmes ? Ce n'est pas seulement les pays d'Afrique, hein. Nous avons aussi l'Ukraine. Nous avons pratiquement tous les pays qui sont en guerre. Qui sont concernés là-dessus. Mais la RDC a été le premier pays à qui on a mis en place le communiqué conjoint. Et c'était le pays modèle. Et il fallait voir si ce genre de communiqué, de ce programme, pouvait fonctionner dans d'autres pays. Est-ce qu'il était utile? Alors, disons, on était le pays pilote. Alors, c'est là où ils ont vu que ça fonctionnait. Et ils ont pu le mettre un peu dans d'autres pays, même avec ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie. Alors, le communiqué conjoint, quand il a été mis en place, c'était vraiment pour travailler sur 3 volets, parce que nous, on avait des problèmes avec les enfants soldats qu'il fallait enlever dans l'armée congolaise, et il fallait mettre le plan stratégique de l'armée congolaise, de la FARDC, et le plan stratégique de la police nationale congolaise. Et dans tout ça, il fallait aussi avoir, une feuille de route. Et ça a été mis directement au bureau du président de la République. À l'époque, c'était le président Kabila. Maintenant, c'est le président Félix Tshisekedi via mon cabinet à moi. Et en 2016, on a fait une évaluation. Et on s'est rendu compte que, bon, il y a des actions qui n'ont pas été finies, qui n'ont pas atteint les objectifs. Et en 2019, c'est là où il y a eu l'addendum de ce communiqué conjoint pour pouvoir finir les actions qui n'ont pas été finies.
On espère le finir. On devait le finir pour le 2022, mais malheureusement, avec la COVID, on a dû arrêter des activités. Et là, on est en train d'aller vers le deuxième addendum pour vraiment finir avec ce programme-là. Et quel type d'actions concrètes, du coup, vous avez pris suite à ces addendums? OK. L'addendum, c'est que nous, comme je disais, de 2019, on n'a pas mis beaucoup d'engagements parce qu'il y avait la COVID, mais un des engagements, c'était les engagements des policiers, la police nationale, pour dire non, nous on va plus mettre. Ils ont signé des engagements pour dire c'est fini, nous on va plus faire la violence sexuelle aux femmes. Et puis l'autre engagement, on est en train de travailler avec le Premier ministre de la RDC pour mettre en place une task force avec différents ministères pour mieux travailler sur cet addendum et en se disant avec l'état de guerre qu'il y a maintenant, pouvoir vraiment trouver des solutions le plus vite possible. Donc finalement, il y a quand même un énorme problème au niveau de la police en RDC. Le problème, c'est pas seulement la police, hein, c'est surtout les hommes en uniforme. La police se sont engagés. Ce qui s'est passé, c'est que la police ne s'était pas engagée jusqu'en 2019. C'était ça le problème. Ils n'avaient pas signé leur feuille de route, ils n'avaient pas signé leur plan stratégique. C'est seulement en 2019 qu'ils ont signé leur plan stratégique et ils ont pu signer leur engagement. Avant cela, ils ne l'avaient pas fait. C'est ça qui a fait qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est ça le problème. Pas vraiment. Le plus grand problème, ce sont les milices, c'est-à-dire les M23, tous ceux qui viennent dans les villages et tout ça et tout. Il faut savoir que la violence, c'est pas seulement la violence faite à la femme dans les villages. Ils font aussi la violence sexuelle aux chefs de village, aux hommes, pour humilier les hommes. Ah oui. Et on en parle de moins en moins. On n'en parle pas beaucoup. Mais beaucoup d'hommes, ils utilisent cette violence sexuelle aux hommes pour vraiment humilier, surtout les chefs de famille, pour les humilier devant leurs femmes ou leurs enfants. C'est ça. Ah oui, ça laisse sans voix hein, quand on entend des choses comme ça. Oui. Qu'est-ce qui est sorti de la déclaration à la réunion du G20 sur la promotion des droits des femmes, l'égalité des sexes et la lutte contre l'impunité? C'est-à-dire que la déclaration du G100, le G20, excusez-moi, c'était vraiment pour la position du président de la République parce qu'en 2021, il était le président de l'Union africaine et il devait positionner l'Union africaine par rapport à la promotion et l'égalité entre hommes et femmes au G20. Vraiment parler et surtout de tout ce qui est intrusion financière des femmes en Afrique. C'est-à-dire parler de l'État. Comment est-ce que de la situation financière des femmes qui sont plus dans tout ce qui est économie, tout ce qui est commerce, comment faire cette promotion de la femme? Parce qu'on sait que si l'Afrique survit, c'est surtout à cause de l'économie de la femme. Si l'Afrique évolue, c'est surtout à cause de l'économie de la femme. La femme, elle commence à vendre des beignets chez eux à la maison, des chemises. Ce sont elles qui sont les premières commerçantes en Afrique en général, pas seulement en RDC. Vous avez participé à l'organisation de la première conférence des chefs d'État de l'Union africaine sur la masculinité positive, justement en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui est ressorti en fait? Quelles sont les évolutions positives qu'on a pu noter suite à cette conférence? Oh, mais cette conférence était merveilleuse. Il faut d'abord savoir que c'était l'idée de son Excellence Madame Ellen Johnson et de Madame Binita Diop de l'Union africaine. Elles ont concocté ça pendant au moins 3 ans pour voir que la masculinité positive, c'est vraiment dire que on a commencé avec le féminisme. Et avec le féminisme, on a progressé, puis à un moment, on a stagné, on n'avançait plus. Puis on s'est dit, on va mettre les hommes et les femmes ensemble pour pouvoir atteindre cette égalité et en finir avec la violence faite à la femme. C'est là où il y a eu des Hifoshi, et on a commencé à avancer avec les hommes, qu'on disait hommes féministes. Mais il y a un moment, ça s'est arrêté. Et on s'est dit, elles se sont dit, mais au fait, la violence faite à la femme, en général, celui qui en général, c'est souvent les hommes. Il est temps de laisser aux hommes maintenant de parler des femmes et que ce soit eux qui trouvent des solutions à la violence faite à la femme et aux jeunes filles dans les différents pays selon leurs coutumes.
Alors, mais pour cela, ça doit être seulement les chefs d'État qui doivent le faire. Comme ça, eux, ils peuvent le transmettre au gouvernement et puis aller à la pyramide en allant jusqu'à la population. Alors, le président de la République de la RDC a été choisi comme étant le champion. Et de là, il y a eu la déclaration de Kinshasa qui est sortie. Et il fallait travailler maintenant avec les différents groupes d'hommes. Les hommes, les chefs religieux, les chefs coutumiers, les jeunes hommes, les professeurs d'université, les leaders religieux, comme je l'avais dit, et les hommes d'affaires. Et de là, maintenant, leur laisser parler en disant, voilà, moi, dans mon pays, les femmes, mais voici ce que nous, on a fait. Et de là, prendre toutes ces idées et aller à un congrès qui va avoir lieu, on espère, l'année prochaine ou l'année d'après, où on pourra maintenant faire sortir une loi comme un décret sur la masculinité positive qui va être appliquée dans tous les pays africains. Pour le moment, on travaille plus sur la masculinité positive en Afrique. Et après, bon, si ça marche, on va l'amener à travers le monde. Est-ce qu'il y a eu, on va dire, des solutions qui en sont sorties, une ouverture d'esprit particulière? Est-ce que les hommes ont eu des bonnes idées ou pas pour les femmes? Oui. J'ai beaucoup plus travaillé avec les hommes, les leaders religieux et les leaders traditionnels, parce que ce sont eux qui dirigent les communautés. Et ce sont souvent eux que les gens dans leur communauté écoutent, dans les villages ou dans les églises. Et c'était de différentes religions, que ce soit christianisme, musulmane ou bouddhiste. Ils étaient tous là et on les écoutait et c'était eux qui donnaient les solutions. Sur l'incision, vous savez qu'il y a beaucoup d'incisions en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que sont les solutions qu'ils ont trouvées chez eux dans les villages? Dans les religions, comment est-ce qu'ils ont pu mettre la parole à la femme? Parce que dans certaines religions, on ne permet pas à la femme de pouvoir parler à l'audience. Et il y a tout ça qu'ils ont pu mettre en place et trouver leurs propres solutions et transmettre ça aux autres. Et là, nous, on a pu intégrer ça dans le programme de la masculinité positive. Est-ce que c'est de là aussi qu'est sortie la campagne Tolérance zéro immédiate contre les crimes de violences sexuelles et sexistes de 2021? Non, la campagne Tolérance zéro, elle existe bien avant. Elle a été, c'était les présidents des différents pays qu'on appelle la zone des Grands Lacs, c'est-à-dire du Rwanda, de la RDC, d'Ouganda, etc. Ils ont trouvé que, bon, dans ces zones-là, qui étaient près du Grand Lac, il y avait beaucoup de violences faites à la femme avec l'aide de la MONUSCO. Il fallait absolument faire une campagne de tolérance zéro en disant chez nous, c'est fini. Plus de violences faites à la femme dans nos pays. Et nous, depuis 2011, la RDC n'avait pas prononcé le président n'avait pas prononcé la tolérance zéro. Alors, en 2021, le président de la République de la RDC, M. Félix Tshisekedi, a prononcé cette déclaration de tolérance zéro, plus de violences faites à la femme. Et voici, il y a plusieurs étapes qu'il faut suivre et plusieurs campagnes, activités qu'il faut suivre pour vraiment en finir avec aussi la violence faite à la femme en RDC. Est-ce que concrètement sur le terrain, vous pouvez voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des positions sociétales engagées dans votre pays? Est-ce que le droit de parole des femmes est de plus en plus effectif? Ah oui, on entend les femmes en RDC depuis toujours, ne sont pas des femmes qui sont musulmanes. Comme je disais, il y a un moment, les religions, l'arrivée de beaucoup de religions qui a fait que les femmes se sont un peu abstenues. Mais c'est pas le pays où la femme est muselée, premièrement, et c'est pas le pays où la femme est payée moins que l'homme. C'est-à-dire, si une femme est ministre, elle est payée autant qu'un ministre. Ah, ok, c'est si bien. Une femme est ouvrière, oui. Il n'y a pas de plafond de verre chez vous? Non. Ok. Non, ça n'existe pas. Tout le monde, c'est vraiment le salaire égal. Et puis, de l'autre côté, on se rend compte qu'il y a beaucoup des femmes qui sont dans les gestions des affaires publiques de plus en plus. Et depuis que le président Tshisekedi est là, il y en a beaucoup qui sont nommés au niveau gouvernemental. Il y en a beaucoup qui sont nommés comme DG dans des entreprises, directrices générales dans des entreprises publiques
Hein, de plus en plus, on voit qu'il y a cette promotion de la femme qui se fait. Et on est parmi les rares pays qui ont la loi sur la parité dans la Constitution. Nous, on a une loi sur la parité dans la Constitution. Mais bon, pratiquer, c'est autre chose, hein, mais la loi est là. Et quelles sont les dernières lois, justement, qui sont passées chez vous et qui vraiment visent à défendre mieux la cause des femmes? Là, on est en train de mettre en place la loi portant la prévention et la répression des violences conjugales et des violences faites à la femme et en famille, au travail, à l'école et tout ça et tout. Elle a été validée au mois d'août 2022 et ça va passer au Parlement et puis bon, de là être voté. Les chiffres sont importants des violences conjugales chez vous? Oui, mais le problème c'est que on n'en parle pas. La violence conjugale souvent est considérée comme normale. Si mon mari me frappe, c'est parce que je le mérite, parce que c'est des traditions. Hein? On dit, ça vient de tradition, tu dois obéir à ton mari et tout ça et tout. S'il t'a frappé, c'est que tu as mal fait. Alors c'est ça qu'il faut maintenant permettre aux femmes de pouvoir en parler. Et de plus en plus, les femmes commencent à en parler. On voit des vidéos. Dernièrement, là, j'ai reçu une vidéo d'une femme qui disait « Venez me chercher, il m'a encore frappé, et tout ça et tout. » Et elle saignait de partout. Maintenant, les femmes osent en parler. Avant, c'était un peu un tabou parce que qu'est-ce que mon père, ma mère va penser, mon frère, ma sœur, mon village, ma communauté va penser. C'était surtout ça. C'était pas moi, mais c'était communautaire parce qu'on vit en communauté. Il faut dire que chez moi, j'ai un problème avec mes garçons. J'ai 2 garçons et 4 filles. Et mes garçons trouvent que je les traite mal parce que je ne les traite pas comme tous les garçons au monde. C'est-à-dire que moi, mes garçons, ce sont eux qui s'occupent de la cuisine, hein, de préparer et nettoyer. Et ils trouvent que je donne aux filles la vie d'Alouka, comme on dit. Elles sont les plus chanceuses et tout ça et tout. Mais je leur dis, mais non, c'est pour que quand vous allez être mariés, vous puissiez participer à quelque chose dans votre famille. Et je l'ai fait pendant longtemps. Et bien là, maintenant, je vois que ils ont 23, 24. Et maintenant, 24, 21. Et je vois maintenant que mes fils sont les meilleurs cuisiniers. Hein. Je ne peux pas mieux que mes filles. C'est ça, quoi. Ça en fait 2 de sauvés, déjà. Si toutes les mères du monde s'y mettent, on va y arriver. Voilà. Vous pensez qu'il y a une vraie solidarité entre les femmes? Non. Pas du tout. La violence faite à la femme, par la femme, on en parle très peu. Très, très peu. Mais c'est la violence la plus violente qui existe. Un homme peut te violer, mais une femme qui te fait du mal, c'est comme si c'était 1000 hommes qui te violaient. Parce que ça va au plus profond de la femme. Ça lui touche ses cheveux, ses ongles et tout. C'est une rage. Comment est-ce qu'une femme peut me faire ça? Et c'est ça qui est partout. C'est ça que j'ai constaté depuis que je fais ce combat je suis dans le combat de la violence faite à la femme. Le plus violent des violences que j'ai rencontrées, c'est la violence de la femme envers l'autre femme. C'est vraiment dommage. Ouais. C'est toute l'humanité sur laquelle il faut retravailler. Oui, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et j'ai eu la chance d'être dans un groupe qu'on appelle le G100, qui est un groupe de leaders des femmes qui a été créé par la présidente, c'est Madame Dr. Arbin Aura Ray, qui est indienne. On est à peu près 100 femmes à travers le monde qui sont les Global Chair. Et on est à peu près 1 million de femmes à travers le monde dans ce club. Mais c'est un club qui a été créé pyramidalement où il y a 100 femmes qui sont des global et puis il y a des country chairs et tout ça et tout. Mais tu sens vraiment il y a cette sororité entre les femmes où les femmes ont compris que pour pouvoir avancer, on doit avancer ensemble. On doit se soutenir ensemble et ne pas laisser l'autre derrière. S'il y en a une qui a besoin d'un stylo, on doit tous se travailler ensemble pour lui trouver le stylo qu'elle est en train de chercher. Et depuis que je suis dans ce club avec les femmes, c'était une avancée incroyable dans tout ce qui est violence faite à la femme. On sent ce soutien de la femme faite à la femme. Et cette violence de la femme faite à la femme, dans ce couple-là, n'existe pratiquement pas. S'il existe, je ne l'ai pas encore vu. Mais elle n'existe pas.
Et en RDC, et dans chaque pays, on essaie de développer ce groupe-là. En RDC, on est déjà à peu près à presque 100 femmes qui sont dans le club, au Congo-Brazzaville aussi, au Sénégal, quand je parle de l'Afrique, mais il y en a aussi en France, au Canada, en Inde, un peu partout dans le monde. Oui. Chantal, quel est votre conseil pour les femmes en 2023 ? En 2023, les femmes doivent être de plus en plus ensemble, c'est-à-dire travailler ensemble, se solidifier, se rappeler des premières combattantes des années 1800, se rappeler de Jeanne d'Arc, se rappeler de toutes ces femmes qui se sont battues pour qu'on devienne ce qu'on est devenu, et ne pas travailler dispersé, et ne pas chercher à être égoïste dans ce combat de la femme, parce qu'on est en train de chercher son propre leadership. Ça, j'ai beaucoup constaté, beaucoup de femmes cherchent leur propre leadership au lieu de chercher un leadership qui est plus communautaire, où on peut atteindre nos objectifs. On en finirait facilement avec la violence faite à la femme, et c'est possible. Cette violence-là, c'est possible d'en finir avec. Est-ce que la femme est l'avenir de l'homme ? La femme est l'avenir d'elle. La femme, c'est elle qui développe le monde. La femme, c'est l'être le plus puissante. C'est pour ça que l'homme a peur de la femme. La femme, c'est elle qui a le pouvoir. La femme, c'est celle qui peut décider. La femme, c'est le summum. C'est la meilleure créature que Dieu a mis sur terre. Merci Chantal. Merci. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.